Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Hey hey! Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que la matrescence y participe. Dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Nathalie Péchala, ancienne patineuse artistique, double championne d'Europe avec son partenaire Fabien Bourza en danse sur glace, mais aussi ancienne présidente de la Fédération française des sports de glace. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Nathalie ? Tout simplement parce qu'elle est la nouvelle présidente de l'association Premier de Cordée. Premier de Cordée est une association qui combine deux des choses qui me passionnent le plus dans la vie, le sport et les enfants. Premier de Cordée permet aux enfants hospitalisés de pouvoir bénéficier d'une pratique sportive. Dans l'épisode du jour, on parle du parcours de Nathalie en tant que petite fille qui s'est mise au sport, on parle de sa carrière pro et de son engagement auprès des enfants qui est tout sauf anodin, mais on parle aussi de son rôle de maman, elle qui a 2 petites filles. Parler de cette association, c'est aussi vous sensibiliser aux projets concrets que mène Premier de Cordée au quotidien. L'association est parrainée par des grands noms du sport comme Kylian Mbappé, Thierry Omeyer ou encore Marion Rousse. Mais c'est le travail quotidien des bénévoles au sein des hôpitaux qui permet aux enfants de s'extraire de leur parcours de soins. Pour ça, ils ont aussi besoin de vos dons, alors n'hésitez pas à aller sur le site www.podcaston.org. Podcaston, ça s'écrit P-O-D-C-A-S-T-H-O-N. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Nathalie. Salut Clémentine. Je suis ravie de te recevoir dans mon podcast pour parler d'un sujet qui me passionne autant que toi, le sport, mais surtout avec les enfants. Je suis très honorée que tu aies accepté de nous parler aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment important de mettre l'accent sur le sport, sur ce que ça apporte dans la vie et je pense que je peux pas faire meilleure ambassadrice que de t'interviewer toi par rapport à ça. Et déjà, ma première question, c'est comment t'as commencé le sport quand t'étais petite ? J'ai commencé parce que ma mère aimait bien regarder le patinage à la télévision.
Mais pour être exact, avant de faire du patinage, j'ai fait pas mal d'autres sports ou même d'activités artistiques. Je faisais du piano, du saxophone, du solfège évidemment, de la danse classique, de la danse moderne, du poney, de l'escalade. Bon, je faisais pas tout en même temps. Tu vois, il y avait des stages ou alors voilà, d'une année sur l'autre, j'avais envie de découvrir une autre discipline sportive. Et puis à l'âge de 7 ans, donc j'ai découvert le patinage avec mes 2 petites sœurs. Et on est tout de suite devenus assez mordus de cette discipline parce qu'elle est artistique, donc ça nous permettait de nous exprimer sur la glace, mettre des petits costumes à paillettes. Et c'est vrai qu'en tant que petite fille, j'aimais bien ce côté un petit peu théâtral. Donc tu veux dire que tous les sports que tu as cités, tu les as fait avant 7 ans ? Oui, ou quand j'étais pas encore dans un circuit vraiment de compétition, donc il me restait un petit peu de temps. Je me souviens qu'au collège, je faisais de l'escalade, c'était tous les mardis soirs, donc c'était une fois dans la semaine, donc ça m'empêchait pas. Le saxophone aussi, donc c'était en même temps que le sport-études avec le patinage, mais j'arrivais encore à trouver quelques créneaux pour faire d'autres choses. Voilà, avant que ça devienne mon unique activité. Donc je pense à partir, c'est sûr, même à partir de la 5e. À partir de la 5e, puisque j'étais à l'internat, j'étais loin de ma famille, donc c'était pas non plus envisageable de partir à droite à gauche. Enfin, j'avais plus, parce que les parents, c'est quand même un maillon très très important à la pratique sportive. En tout cas, quand on veut faire de la compétition, parce qu'il faut aller emmener les enfants à l'entraînement, en compétition. Faut anticiper tout ce calendrier sportif, d'activités extrascolaires aussi. Donc voilà, jusqu'en 5e. Et comment est-ce que t'as commencé le sport petite ? Est-ce que c'est par l'école ? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont emmené à une pratique ? Est-ce que c'était une demande de toi ? Est-ce que t'as suivi une copine ou un copain ? Tu vois, comment est-ce que t'as mis le pied là-dedans en tant qu'enfant ? Je pense que c'était la vision qu'avaient mes parents pour leurs enfants, c'est-à-dire de les chercher un épanouissement qui souvent était à côté du système scolaire. Le système scolaire, c'est une obligation, c'est une nécessité. Le sport, les activités artistiques, c'est un plaisir pour ça permet d'ouvrir son esprit, d'avoir un moment de partage, un moment de bien-être physique, mental. Donc eux on est 4, hein. J'ai aussi un grand frère, on a toujours fait pas mal d'activités extrascolaires. Je pense qu'il y avait une petite frustration aussi du côté de maman qui aurait aimé en faire plus jeune. Du coup, elle l'a transmis et elle l'a mis vraiment en application. Tu vois, là, je suis en train de réaliser, donc ta mère a eu 4 enfants, enfin tes parents. Moi, j'en ai 3 et je galère à les amener à des activités extrascolaires parce qu'il faut pas se mentir, tu l'as dit, les parents sont un maillon important pour la pratique sportive. Mais ça prend un temps fou au final, tu vois, de les amener, de les récupérer, de les habiller, enfin peu importe ce que c'est le sport. C'est un don parental aussi, tu vois, un don de soi de dire allez, on prend sur nous pour faire découvrir des activités sportives. Et le nombre de week-ends sacrifiés pour traverser la France, pour aller faire le Challenge de l'Ouest ou la coupe, je sais pas quoi. Et la famille, finalement, même ceux qui pratiquent pas à ce niveau-là, on pâtit forcément parce que t'as une part de budget qui doit passer évidemment dans la pratique, et puis 2, surtout du temps où on aurait pu faire des choses tous ensemble. Donc oui, faut trouver le bon équilibre, et c'est vrai que moi quand je me dis alors avec 4, moi j'en ai que 2, hein. C'est déjà une sacrée organisation, ouais. Ah non, c'est clair, je compatis pour ta maman. Est-ce que tu peux nous expliquer donc pourquoi est-ce que tu t'es focalisée seulement sur le patinage ? C'était parce que tu avais cette pratique dont tu as parlé du côté artistique et sportif en même temps. Qu'est-ce qui fait que tu es tombée amoureuse du patinage ? Ça n'a pas été un coup de foudre. C'est pas le souvenir que j'en ai. C'est plutôt que, tu vois, j'ai commencé à 7 ans. À 7 ans et demi, j'ai été dans le cursus sport-études. Donc finalement, tu vois tout le temps tes copines, t'as le même rythme. Ça devient une norme de te lever très tôt le matin, d'aller sur la glace avant d'aller à l'école. Et puis, quelques années passent et ça devient une part de ton identité. C'est-à-dire que tu en tant qu'enfant, tu te définis comme étant, je sais pas moi, footballeur, danseur, saxophoniste, patineur, et je pense qu'après c'est quelque chose, ça fait boule de neige. T'as envie de passer encore plus de temps sur la glace, et puis tu te mets des petits challenges, des petits défis, t'as envie de sentir que tu progresses, et puis voilà, tu nourris ta discipline et t'essaies de te donner un maximum de moyens pour. Alors moi j'ai jamais rêvé de médailles ou de titres, mais ce que je voulais sentir c'est que je progressais. Et donc, quand on arrive à faire un double flip, on se dit, le mois prochain, j'essaye de faire le double lutz. Voilà. Donc, c'était, je pense que j'avais quand même un petit esprit compète. Je le dissocie du résultat, parce que c'est pas le résultat
dans les compétitions, en termes de positionnement qui m'animait, c'était vraiment l'idée de se donner à fond et de sentir qu'on était capable de faire quelque chose de bien. Le fait qu'il y ait tes petites sœurs avec toi, ça a aussi joué dans le fait que tu aies été régulière dans une pratique ou que c'était une dynamique familiale? Bah oui, parce que du coup, toutes les trois, on se levait super tôt, on se préparait tout ensemble, on discutait de quelle musique je vais utiliser pour mon prochain programme et comment sera mon petit costume, même si c'est pas très très élaboré, mais oui. Et puis le fait que ma mère aime bien, mais qu'elle nous mette jamais de pression en termes de résultats, et ben c'était c'était un bon moment quoi en famille. Toute notre vie ne tournait pas autour de ça parce que mon père et mon frère étaient beaucoup moins branchés patinage, mais c'était notre petit truc de nana dans la maison. Voilà. Tu le dis, t'as pas rêvé de médaille, t'avais pas une ambition envers ta carrière par rapport au sport. Il y a des enfants, ils naissent, enfin, t'as l'impression qu'ils ont toujours eu ce rêve de devenir championne du monde, peu importe. Qu'est-ce qui a fait que t'as basculé vers le sport de haut niveau en mode pro? Je pense que l'impulsion, c'est vraiment les Jeux d'Albertville 92, où je découvre Isabelle et Paul Duchesnay. Et à l'époque, donc, je pratique le patinage artistique, mais individuel. Et à ce moment-là, j'ai deux petites révélations. La première, c'est que je me dis, je veux faire de la danse sur glace en couple. Et la deuxième, je veux porter la veste équipe de France. Je veux représenter mon pays dans les grandes compétitions. Ouais, c'est vraiment ça le tournant. Et puis après, ça veut pas dire forcément qu'on y accède aussi rapidement, mais c'est venu année après année dans la progression logique. Encore une fois, sans pression de parents, parce que mes parents étaient plutôt branchés sur les études. Ils me disaient bon, le sport c'est un hobby, mais les études c'est important. Il faut que tu trouves un métier plus tard, parce que dans le meilleur des cas, tu deviens sportif de haut niveau, mais à 30 ans tout va s'arrêter. Donc, il faut que tu commences à préparer l'après. Donc, ils me demandaient pas non plus d'être la meilleure de la classe, heureusement, mais de passer d'une classe sur l'autre et de construire sa reconversion dès le plus jeune âge. Donc, pour moi, le sport, c'était plutôt un jeu, quoi, une sorte de respiration. Mais il fallait que j'assure sur le plan scolaire, un minimum. T'as trouvé quoi dans le sport qui t'a aidé à te construire en tant que femme, en tant que personne? Waouh, vaste question. Déjà, la définition d'un objectif, sans pour autant remettre en cause les réelles motivations qui nous poussent à l'atteindre, c'est-à-dire toujours se souvenir de pourquoi on fait les choses. On a de la chance d'être en France. Personne nous met un couteau sous la gorge pour devenir champion ou pour faire tel ou tel sport, même si on n'a aucune appétence, mais qu'on a juste des capacités, des facilités. Donc voilà, de me dire je le fais parce que j'aime ça, parce que j'ai la possibilité de le faire, de par mes parents encore une fois, mais aussi de par le club dans lequel j'évoluais quand j'étais petite, de l'établissement scolaire aussi qui nous permettait de faire du sport-études, et puis une fois qu'on a défini son objectif, donc arriver à dérouler un plan d'action. Alors évidemment on le formule pas comme ça quand on a 9-10 ans, mais petit à petit, on se rend compte que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et même quand on est, je dirais, fin de l'adolescence, jeune adulte, on est même dans un système, c'est de l'entrepreneuriat. On va chercher des financements, on cherche à prioriser, s'entourer des bons experts, d'avoir un calendrier qui tient la route. Donc, il y a tout ce côté, je dirais, entrepreneurial qui se dessine. Et au-delà de ça, le sport, c'est quand même un moyen de partager, de se sentir bien dans ses pompes, de se rendre compte qu'on est capable de faire plein de choses, que le travail, il n'y a pas mieux pour réussir un objectif quel qu'il soit. En fait, ça forme. Alors, si je veux être plus terre à terre, oui, on se lève tôt le matin. Oui, on est efficace quand on fait ses devoirs parce que on a moins de temps forcément que les autres écoliers avec toutes les heures d'entraînement qu'on doit manger au quotidien. Donc voilà, une bonne organisation et une bonne capacité de concentration et surtout le sens des priorités. Ça fait beaucoup pour une petite fille, mais c'est vrai que je l'intellectualisais pas comme ça, encore une fois, quand j'étais petite, mais en grandissant, c'est une prise de conscience que j'ai eue. Et surtout, d'ailleurs, quand j'ai arrêté de patiner, quand j'ai fait parce que quand on est dans son parcours de sportif de haut niveau, on regarde l'avenir tout le temps. Ou alors on est dans le présent. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ne pas stagner et donc que les autres ne me dépassent pas parce que les autres continuent de progresser. Si moi je stagne, mathématiquement je régresse. Donc voilà, on est très focus sur maintenant et demain. Mais quand on s'arrête, on a le temps justement de regarder dans le rétroviseur et de voir tous les choix difficiles que l'on a dû faire à un moment donné pour sa pratique. Ouais.
Quand tu regardes en arrière, maintenant, t'as eu 40 ans il y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ta carrière? Est-ce que c'est les médailles, les titres, parce que c'est la consécration de tout le travail fourni, parce que tu as quand même eu quelques belles médailles dans ta carrière, ou est-ce que c'est tout le reste? Je retiens les Marseillaises, ça c'est dément. Mais c'était mon objectif de départ en fait, quand j'avais 9 ans même. Donc la Marseillaise, c'est très très fort, surtout quand c'est à domicile, donc en France. Mais franchement, je fais pas une croix sur les mauvais moments parce que faut pas croire, on n'est pas champion. Enfin, je considère qu'on ne n'est pas champion. Rien n'est écrit d'avance et les mauvais moments, les échecs, tout n'est pas rose dans une carrière de sportif ou sportive de haut niveau. Mais je pense que ça a servi soit d'apprentissage, soit à se botter un peu le popotin tout seul, soit à s'endurcir. Donc non, moi je les garde les mauvais moments. De toute façon, je peux pas les faire disparaître comme ça, mais j'essaie de positiver en me disant que peut-être, sans la gamelle de telle compétition, je n'arrive pas à décrocher la médaille d'après. Et c'est un parcours. Il y a pas que le côté lumineux que les médias mettent évidemment en avant. Il y a, et puis je dis ça, mais depuis quelques années aussi on déterre certains cadavres, mais il y a aussi une part ombragée, mais qui a finalement en tout cas toute sa place dans mes souvenirs et dans ma construction. T'as aussi énormément voyagé pendant toute ta carrière, t'as même vécu à l'étranger, tu t'es entraînée à l'étranger. T'en retiens quoi de cette exposition à d'autres cultures, à d'autres façons de voir le monde? Alors à un moment donné, on a décidé avec mon partenaire de s'expatrier en Russie parce qu'il fallait qu'on travaille sur tous les fondamentaux. Et c'est vrai qu'ils étaient extrêmement performants. Ils le sont d'ailleurs toujours sur tout ce qui est biomécanique. Donc pour nous, ça nous apparaissait logique d'y aller. Et là, je retiens surtout même si c'est compliqué de parler de la Russie en ces termes aujourd'hui, mais moi j'en retiens, c'était avant les années 2010, une spirale positive au niveau de la pédagogie, c'est-à-dire que on nous fait pas la liste de tout ce qui va pas, mais au contraire on nous montre tout ce qui va bien et on nous dit voilà, il y a telle chose sur laquelle tu devrais passer du temps, tu devrais progresser. Et puis toutes les phases de récupération, interdiction de s'entraîner le week-end, nos entraîneurs voulaient absolument qu'on ait faim dès le lundi matin. Tout ça a servi à décupler ma motivation. Et puis après, on a dû partir et quitter la Russie et donc on a décidé d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, alors là, c'est des stratèges par excellence. On passe dans les mains d'experts. Toutes les 40 minutes, on changeait d'intervenant. Ça, c'est pareil, on remet le compteur à chaque fois à 0, donc on voit même pas le temps passer. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Il y a tellement de détails. Donc oui, et puis forcément, que ça soit en Russie ou aux États-Unis, on apprend à connaître un nouvel environnement, une nouvelle méthode de travail. En Russie, je parlais pas du tout le russe, donc complètement paumée pendant 2 mois. Et puis après, je trouve que la différence, c'est important aussi de s'inspirer de ce que font les autres, même au niveau des concurrents. Je regardais ce qui se passait au-dessus de moi, bien sûr, mais je regarde aussi ce qui se passe en dessous de moi, c'est-à-dire ceux qui sont moins bien classés, parce que ça veut pas dire qu'ils n'ont rien à m'apporter sur le plan technique, sur le plan comportemental. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis après pour l'anecdote, mais les voyages aussi en Corée du Nord où on faisait des spectacles, alors là c'est un autre monde, c'est à des années-lumière de ce qu'on aurait pu imaginer. Et là encore, on se rend compte à quel point on est chanceux dans un modèle français, notamment le modèle associatif français, avec la possibilité de faire du sport, de choisir son sport, en fonction évidemment des infrastructures qui sont pas très loin du domicile. Mais oui, il faut vraiment, je prends conscience au fur et à mesure des voyages de la chance qu'on a d'être en France. Ouais. Je savais pas que tu avais été en Corée du Nord, ça doit être un sacré truc. On pourrait en parler pendant des heures parce que c'est absolument phénoménal. Mais ce que je retiens surtout, c'est que ils sont très 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 fermés. Ça rigole pas beaucoup avec le protocole, les incenses, etc. Alors, je me suis pris des barres de rire où je me suis mis en difficulté parce que derrière ça peut être mal interprété. Mais voilà, ce que je retiens, c'est que après 3 voyages en Corée, on arrive quand même à nouer des liens. Il m'a demandé de ramener des bouquins. Je savais pas lequel prendre parce que je me disais, faudrait pas qu'il y ait une phrase qui soit mal interprétée. Donc, je leur avais ramené Le Petit Prince.
J'avais ramené des protège-lames et puis surtout, on a réussi à leur parler parce qu'en fait, les étrangers étaient mis vraiment à l'écart de l'équipe nord-coréenne. Pas le droit d'échanger avec eux. Et le dernier voyage, le dernier soir, on a tous dîné ensemble. Et c'est là que j'ai compris que, par exemple, une paire de patins n'appartenait pas à une personne. Elle appartient à l'État. Et donc, il faut faire une demande officielle quand notamment, on grandit, on a besoin de la pointure du dessus. Mais que, voilà, c'est pas eux, c'est des paires de patins qui vivent 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est super sur le volet éco-responsable. Mais, voilà, sur la performance et sur le confort, dans la pratique sportive, c'est pas évident. Ouais, t'as été confrontée à vraiment un autre monde qu'on soupçonne peu, j'imagine, quand on voyage comme ça. Mais tu vois, je savais pas que t'avais fait ça. J'imagine ça marque à vie. Et comme tu dis, après, tu te dis, on est chanceux d'avoir un système avec des libertés et de la démocratie. Et aussi, même, tu prends les États-Unis, quand même. Pays démocratique, mais l'accès au sport de haut niveau et l'accès à certains sports est très compliqué. Tu vois, basiquement, une heure de glace, c'est $100 de l'heure pour la louer. Après, tu payes un entraîneur, c'est entre 80 et $150. Donc, t'imagines ce que ça coûte sur un mois. Qui peut se permettre de faire de la compétition à ces tarifs-là? T'as pas ça en France. On dit que tout est cher, mais on a quand même un modèle où on a la chance de bénéficier de fonds publics et d'infrastructures sportives mises à disposition par les collectivités qui font que un enfant qui souhaite faire du sport aura toujours cette possibilité-là pour pas grand-chose par rapport à ce qui se passe ailleurs. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as 2 filles, toi. Est-ce que tu leur as transmis, comme ta mère a fait avec vous, l'amour du sport? Est-ce que tu les as encouragées? Elles ont quelle relation avec ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui les rend heureux. C'est-à-dire, pourquoi elles se lèvent le matin. J'aime bien leur demander qu'est-ce que tu as préféré dans ta semaine, savoir justement quelles activités, changer d'activité artistique ou sportive pendant les stages pour qu'elles trouvent... alors, une passion, ça serait génial, mais pas forcément vraiment un hobby qu'elles affectionnent tout particulièrement. Après, pour être complètement honnête, je suis pas trop dans le modèle de la compétition ou du haut niveau parce que je me dis qu'en fait, ça devrait même être interdit d'une génération sur l'autre. C'est-à-dire que moi, je passais très peu de vacances en famille. Je compte pas les Noëls où j'étais loin des miens. Et j'ai pas du tout envie de revivre ça avec mes enfants. Donc, si vraiment je sens que chez une de mes filles, il y a une vraie passion, il y a une envie, voilà, de le faire à fond la caisse et de devenir sportif de niveau, jamais je pourrais l'en empêcher. Mais c'est pas moi, en tout cas, qui vais la pousser dans cette direction-là. Moi, je suis partie de chez moi à 11 ans quand même. Donc, même vis-à-vis de mes frères et sœurs, ça casse quelque chose qu'on peut rattraper plus tard. Mais ouais, je suis pas prête à le faire avec mes enfants. Voilà. Encore une fois, je leur fais faire des activités physiques, artistiques, y a aucun problème, et on verra. Mais voilà, c'est loin d'être une obligation. Mais c'est marrant parce que t'es pas la seule, avec du recul en tant que sportive de haut niveau ou de sportive, de se dire peut-être que je vais les laisser avoir leur enfance et leur adolescence tranquille, loin de ce que c'est des sacrifices que vous faites. Les gens, comme tu dis, voient la mise en lumière, voient les moments où vous brillez, mais ont du mal à réaliser les sacrifices que vous avez dû faire pendant l'enfance et l'adolescence, qui sont des périodes quand même de fragilité, quoi qu'il arrive. Alors moi, j'aime pas bien le mot de sacrifice parce que je me dis quand même, on fait ça par choix. Enfin, je veux dire, c'est quand même une passion. Personne nous pousse à être ultra performant dans une discipline. Donc le mot sacrifice, pour moi, il est surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, je me dis, il faut quand même redescendre un peu. Et je préfère parler de choix plus ou moins difficiles, mais c'est vrai qu'il en faut. Il faut en faire un paquet. Et voilà, c'est très égoïste, mais j'aimerais bien que donc mon après-carrière, justement, je rattrape un petit peu ce que j'ai dû mettre de côté entre mes 11 ans et mes 30 ans. Et la vie de famille en fait partie, la vie sociale aussi. Prendre le temps de pas être dans une course folle. Après, encore une fois, si c'est une volonté, je serais très heureuse et très fière pour elle. Mais voilà, encore une fois, très, très, très personnellement, je préférerais pas. Oui, ça s'entend, j'entends ce que tu dis. Alors, je t'ai demandé de
de venir dans le podcast parce que on veut parler aujourd'hui d'une très belle association dont tu es la présidente, qui s'appelle Premier de Cordée et qui s'adresse aux enfants et avec une pratique sportive. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà juste pourquoi tu as voulu t'investir dans ce rôle, pourquoi tu as voulu devenir présidente d'une association qui aide les enfants? Alors déjà, j'étais marraine depuis 10 ans, donc je connaissais bien la mission de Premier de Cordée, donc apporter le sport dans les milieux hospitaliers. Et puis, en fait, c'est l'ancien président qui m'a dit que, voilà, ça faisait 10 ans qu'il était à ce poste-là et que ça serait bien aussi de changer, d'apporter une nouvelle dynamique. Et forcément, je pouvais pas refuser parce que je connaissais l'importance de ce que faisaient les salariés et les bénévoles pour ces enfants qui sont coupés du monde, enfin qui sont isolés. Il n'y a pas de terrain sportif à l'hôpital. Il n'y a pas ces moments de partage, d'échange, de convivialité. Donc ça m'a semblé, je dirais logique d'accepter. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que là, ça fait un peu plus d'1 an que j'y suis, et je découvre à quel point c'est important ce qu'on fait tous pour ces enfants sur leur bien-être physique, sur leur bien-être mental, sur le fait de leur montrer plein de sports différents, dans l'idée que lorsque la guérison est possible, lorsqu'ils quittent l'hôpital, ils aient envie de continuer à pratiquer, de s'inscrire dans un club et pas forcément pour devenir champion, enfin à la limite tant mieux s'ils ont envie, mais ne serait-ce que pour le loisir, le plaisir, le sport plaisir tout simplement. Donc voilà, il y a tellement on a tellement à faire en fait. Je me suis rendu compte qu'on ne touchait que 15 à 20% des hôpitaux aujourd'hui en France. Donc on peut vraiment se déployer sur l'ensemble du territoire et je pense que les enfants en ont besoin. On a la reconnaissance aussi du personnel soignant, des éducateurs sur place. On a beaucoup de chance d'être très soutenus et accompagnés par le mouvement sportif. C'est-à-dire que les fédérations, les ligues, les clubs nous mettent à disposition des éducateurs sportifs pour ces enfants. Donc ça me fait beaucoup de bien aussi. C'est une nécessité dans notre pays, mais à titre personnel, et vraiment je parle au nom de tous ceux qui œuvrent au quotidien pour Premier de Cordée, c'est très plaisant de se dire que ça a du sens. Tu pourrais résumer la mission de Premier de Cordée auprès des enfants? Ça consiste en quoi en fait pour ces enfants qui sont hospitalisés? En fait, on vient avec du matériel sportif, il y a un éducateur sportif, voire plusieurs parfois, et on va leur faire découvrir sur une session d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, de l'escrime, du badminton, du hockey sur gazon, du tennis, de la danse, voilà, on a un nombre incalculable de disciplines sportives, et chacun fera en fonction de ses capacités. Nous, chez Premier de Cordée, on n'est pas dans le secret médical, donc on ne sait pas forcément les enfants quelles sont leurs pathologies. Mais comme on est accompagné de leurs éducateurs et des soignants, s'il y a des précautions à mettre en place, on nous avertit. Par exemple, j'ai vu des adolescentes jouer au rugby. Elles avaient la maladie des os de verre. Donc, il faut éviter tous les contacts. Eh bien, les éducateurs ou les sportifs de haut niveau qui étaient présents ce jour-là ont trouvé une façon de leur permettre de pratiquer. On appelle ça l'activité physique adaptée. Donc, qu'elles puissent s'amuser, qu'elles puissent découvrir ce sport sans se mettre en danger, bien évidemment. Pourquoi est-ce que ça a autant d'importance, le sport, pour les enfants hospitalisés? Ça leur amène quoi? Alors, je parlais de bien-être tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi ce moment convivial. C'est-à-dire que parfois, on va dans les hôpitaux, donc les étages sont découpés en services médicaux, et là, on va essayer de regrouper l'oncologie avec la néphrologie, et on crée aussi de l'échange au sein même de l'hôpital sur des enfants qui n'ont pas les mêmes problèmes médicaux, qui n'ont pas les mêmes parcours de soins et qui vont arriver à jouer ensemble, à se parler, à se découvrir. Donc ça me semble déjà quelque chose de beau au sein même de l'hôpital. Et puis ensuite de se dire que c'est pas parce qu'ils sont malades, c'est pas parce qu'ils sont sous traitement qu'ils sont privés de tout. Nous, notre but, c'est d'apporter le terrain sportif au sein même de l'hôpital puisque eux ne peuvent pas le quitter. Et du coup, ça vient à eux grâce à Premier de Cordée. Et eux aussi ont le droit de s'amuser. Eux aussi ont le droit même de se prouver qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ça les met dans la vie tout simplement, ça rompt l'isolement et le soir, souvent, les visites ne sont plus autorisées, le personnel médical est passé, ça leur fait aussi une activité. Il se passe quelque chose, ils sont pas sur leurs écrans dans leur lit d'hôpital. Vous avez des parrains et des marraines qui sont de grandes stars, faut le dire.
qui viennent sur des grands événements. Est-ce que c'est facile de convaincre un Kylian Mbappé de venir donner de son temps pour les enfants quand vous organisez, parce qu'en dehors de l'hôpital, vous organisez aussi des journées sport. Ça se passe comment dans ces cas-là? Alors, c'est vrai que les parrains et les marraines, quand on leur propose, c'est vrai qu'ils sont assez vite enthousiastes et ils ont envie de donner de leur temps, chacun à son niveau, pour aider cette population. Kylian, ça a été du tac au tac. Voilà, il est très engagé, très présent. Il donne beaucoup à l'association, de par son aura, mais vraiment, quand il va dans un hôpital jouer avec des gamins, il n'y a pas toujours les caméras et il joue avec eux comme s'il faisait partie de leur groupe. Il devient un enfant parmi les enfants et c'est chouette. Et quand on voit un Thierry Omeyer qui a vraiment l'esprit de compétition, pas de complaisance. Il ne laisse pas un enfant marquer un but sous prétexte que c'est un enfant qu'il est malade. Non, il leur parle, c'est d'égal à égal. La maladie n'existe pas. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils restent eux. Et au début, ça peut être, vu de l'extérieur en tout cas, un petit peu angoissant d'aller au contact de ces enfants. Mais je pense que les sportifs de haut, tout comme les bénévoles, ça leur fait du bien. Ils s'amusent, ils retombent en enfance, ils voient des sourires, il y a de la joie. C'est vraiment chouette. Et lors des journées évasion, t'en parlais tout à l'heure, en fait, les enfants, là c'est l'inverse, ils sortent de leur structure hospitalière ou des instituts médico-éducatifs et ils vont par exemple au Stade de France, donc il y en a 4, Le Mans, Bordeaux, Stade de France et Nice, et là on monte plein de structures éphémères pour faire des animations sportives. Il y a des champions qui nous rejoignent, il y a des éducateurs sportifs de tout le mouvement sportif, et là on découvre plein de sports, on s'amuse toute la journée, on rit, et c'est inclusif puisque les enfants ont le droit de ramener leurs frères ou leurs sœurs. Voilà, il y a certains soignants qui sont présents aussi, des parents, et voilà, c'est une grande fête. Donc quand vous organisez des journées évasion, c'est destiné encore une fois que aux enfants hospitalisés et leurs familles, ou est-ce que vous amenez d'autres publics qui sont pas forcément amenés à être en contact avec le sport? Et les enfants des instituts médico-éducatifs aussi. Mais non, enfin c'est déjà pas mal parce qu'en fait on a des listes d'attente déjà. On pourrait faire plus si on avait les moyens, mais on fait comme on peut et on accueille déjà plus de 4000 personnes, plus de 4000 enfants hospitalisés sur la journée évasion du Stade de France et environ 1000 sur Le Mans, Bordeaux et Nice. Et évidemment, on aurait envie qu'il y en ait au moins une dans chaque région pour que tous les enfants puissent et c'est marrant parce que les enfants, maintenant, c'est un rendez-vous. Et en fait, toutes les structures hospitalières, déjà, bookent, nous demandent quand est-ce que sera la prochaine édition. Ils bookent, il y en a qui viennent de loin aussi pour visiter le Stade de France. Non, ça marche bien, mais on fait en fonction de nos moyens parce que même si on a des grands parrains, on reste quand même une petite association. Voilà. On n'est pas l'UNICEF, on n'est pas WWF. Est-ce que le sport aussi dans le protocole médical, c'est quelque chose qui est important parce qu'on en parle beaucoup de la sédentarité pour les adultes, par exemple, que c'est problématique. Est-ce que dans les maladies, certaines maladies en tout cas, c'est préconisé de faire du sport aux enfants pour qu'ils aient une meilleure récupération? Oui, c'est ce qu'on est en train d'évaluer, notamment sur des enfants hospitalisés qui accueillent leur première prothèse. Là, on se rend bien compte que ça facilite grandement l'apprivoisement de cet engin et que ça les aide à se dire que c'est possible en fait, que c'est possible d'avoir une autre vie dans plusieurs maladies. Alors sans avoir de critères quantitatifs stricts, mais en faisant des questionnaires d'évaluation avec les soignants, avec les éducateurs, avec les enfants eux-mêmes. On se rend bien compte que ça a un vrai impact sur leur mental, sur leur physique. Alors de là à dire que ça fait partie du parcours de soins, peut-être pas, mais en tout cas ça l'accompagne réellement et il y a un réel bénéfice à faire du sport à ces enfants-là. Et tu parlais de sédentarité, donc je rappelle que l'objectif c'est aussi pour ceux qui sont capables ou qui seront capables de quitter l'hôpital de continuer à faire du sport pour la santé et pour tous les bienfaits qu'on connaît, bien sûr. Est-ce que vous avez des chiffres ou en tout cas des retours sur ces enfants qui sont sortis de l'hôpital, qui ont terminé leur protocole et qui sont guéris peut-être, de leur engagement ensuite dans un club ou en sport scolaire? Alors non, ça c'est très compliqué parce que, comme tu le dis, ce sont des enfants. Donc nous, on n'a pas le droit de collecter des données et on n'a pas le droit de garder le lien.
Mais on a parfois des retours où, par exemple, l'enfant va consulter l'hôpital simplement en externe ou de temps en temps. Et là, quand on se croise, oui, on sait qu'il y a un grand nombre d'enfants qui continuent à s'entraîner. Donc ça, c'est évidemment positif. Il y a aussi un matériel qui a été développé par l'association qui s'appelle Opisport, où là, on va plus loin encore. On a donc un gros chariot avec 4 faces, c'est le matériel sportif à l'intérieur et c'est un enseignant donc diplômé en éducation physique adaptée qui va de chambre en chambre faire une activité physique à des enfants qui n'ont pas l'autorisation de sortir de leur chambre ou qui sont totalement alités. Donc oui, et alors pour Opisport, on passe toutes les semaines et là on se rend compte effectivement que l'enfant, je vais pas dire il devient accro, mais ça devient vraiment partie intégrante de sa vie à l'hôpital. C'est un rendez-vous, comme tu disais, qu'ils attendent, qui leur fait avoir une petite fenêtre de respiration, j'imagine, dans leur quotidien de soins et d'être à l'hôpital. C'est quoi, toi, personnellement, le souvenir qui t'a le plus marqué, que ce soit en tant que marraine ou en tant que présidente dans cette association? Les souvenirs les plus marquants, ça reste toujours le terrain. C'est-à-dire que je pense que ça devait être une première animation que je faisais dans un hôpital. C'était de la danse et quand je suis arrivée, j'ai vu beaucoup d'enfants appareillés. Donc sur des fauteuils roulants ou avec les perfs et je me suis dit mais comment on va faire ? Enfin, comment ça c'est possible ? J'ai eu une vraie appréhension sur ma présence ici. En tant que coach sportif, je me suis dit aïe, je vais galérer. Et en fait, mais pas du tout. Je me suis pris une claque. En un quart d'heure, les enfants étaient tous très détendus, super heureux, la banane. Et même ceux qui étaient appareillés faisaient danser sur leur fauteuil avec la perf à côté. Franchement, c'était une bonne claque parce que je me suis dit, tu vois, tu débarques là avec tes petites angoisses, tes a priori, mais en fait, les gamins, ils sont capables de beaucoup plus que tu peux l'imaginer, en fait. Et c'était chouette. Et je pense que c'est là où j'ai eu la piqûre. Je me disais, bon, je reviendrai. Ouais. Non, c'est dingue. Et puis ça en finissait pas. En fait, je devais rester 1 heure, mais je suis restée 3 heures. Enfin, c'est chouette de se dire qu'on arrive à participer à un tel élan de joie. C'est rare, en fait, dans une vie. Est-ce que toi, maintenant, en tant que présidente, tu donnes encore un peu des cours où tu vas auprès des enfants et tu leur apprends ta passion et t'as le temps encore de faire ça ou pas ? Je le fais très occasionnellement. Je le fais sur les journées évasion. Mais on va pas se mentir, je passe plus de temps à parler à nos partenaires institutionnels, privés ou les collectivités, parce qu'en fait, c'est ça le nerf de la guerre, c'est d'avoir les moyens de multiplier les sessions de sport à l'hôpital, que je ne passe du temps à faire du sport avec les enfants. Mais je me prends forcément 1 heure dans la journée pour faire du sport avec un petit groupe d'enfants, rigoler, s'amuser, quoi. Ça fait du bien à tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin d'être à l'enfant pour apprécier. Et puis après, oui, quand il y a des événements, le rugby tour, je passe toujours voir une journée sur le terrain, comment ça se passe. La semaine du sport à l'hôpital, évidemment, donc je fais un peu d'escrime. Puis moi aussi, hein, c'est super intéressant. Hein. J'apprends aussi à connaître d'autres disciplines sportives. Moi, j'aime bien. En fait, c'est ces journées-là qui me redonnent encore de l'énergie et de la motivation pour aller faire mon travail de présidente, c'est-à-dire de promouvoir notre association et d'arriver à la développer et voilà, de fixer les lignes stratégiques et politiques. Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui écoutent, si jamais ils ont envie de faire un don à l'association, à quoi est-ce que ça servirait aujourd'hui de donner de l'argent ? Quel projet vous allez mettre en place pour 2024 pour que ce soit concret, pour que les gens comprennent ce que ça peut, comment ça peut bénéficier aux enfants ? En fait, nous, notre idée, c'est que quand on pousse la porte d'un hôpital et qu'on dispense des initiations collectives ou de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire au chevet de l'enfant, on n'est pas à refermer cette porte. Donc notre objectif, c'est de pérenniser toutes les actions qu'on met en place et de les développer sur l'ensemble du territoire, dont les dom-toms. Donc quand quelqu'un donne 100 € à l'association, déjà il faut savoir qu'il y a 75 € tout simplement qui vont pour la mission de premier de cordée, c'est-à-dire le sport à l'hôpital. Et en gros, on a calculé que la mise en place d'une session sportive dans un hôpital, c'était 65 €. Okay. Donc vous donnez 130 €, vous permettez à des enfants d'avoir
2 sessions de sport quand il séjourne à l'hôpital. Voilà, tout simplement et très concrètement. Et si vous voulez évidemment donner, déjà je vous en remercie. Et vous trouverez donc toutes les informations et la possibilité de le faire sur le site donc de premierdecordée.org. Vous pouvez aussi nous soutenir en devenant adhérent, ce qui permet aussi de participer aux orientations politiques, stratégiques du sport à l'hôpital, avec grand plaisir. Est-ce que vous recherchez des bénévoles ? Est-ce que c'est difficile de maintenir le bénévolat dans une association ? C'est toujours difficile de maintenir des bénévoles dans quelque association que ce soit, parce que ça demande du temps aussi pour les animer, ça demande de faire beaucoup d'interventions sur place pour pouvoir contenter tout le monde. Donc oui, on va en rechercher beaucoup d'ailleurs sur des territoires dans lesquels on n'a jamais intervenu, notamment pour la semaine du sport à l'hôpital, donc l'édition 2024, puisqu'on rentre dans la grande cause nationale et on s'est fixé pour objectif d'intervenir dans 100 hôpitaux France métropolitaine plus 2 dom-tom. Donc oui, là on va devoir s'entourer de bénévoles. Évidemment, on dispense de formation parce qu'il faut être préparé aussi à ces sessions. Il faut avoir le bon comportement, les clés pour que ça se passe bien. Là, on est sur une année où on peut donner une vraie impulsion à notre asso et à sa mission. Et c'est quand la semaine Oui, c'est du 7 au 11 octobre 2024. Ok, que les gens aient en tête qu'il y a cette semaine spéciale. L'année 2024, toi et moi on le sait, c'est l'année la plus importante pour le sport français peut-être avec les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que ça a amené une dynamique différente auprès de l'association ? Est-ce qu'il y a des projets avec Paris 2024 ? Est-ce que ça change quelque chose, le fait qu'il y ait un coup de projecteur sur la France et le sport ? Oui, forcément, en bien déjà parce que grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et à la grande cause nationale qui permettra donc de promouvoir l'activité physique pour tous, ça donne un bel élan à Premier de Cordée. On sera présent, nous, en tant que membres du Comité national olympique et sportif français au Club France, donc à la Villette sur la durée des Jeux Olympiques. On va pouvoir faire parler de l'association. Grâce à la grande cause nationale, on va pouvoir faire presque un x3 sur la semaine du sport à l'hôpital et donc commencer de travailler avec des nouveaux hôpitaux sur l'ensemble du territoire et, encore une fois, je l'espère, pérenniser cette activité. Donc oui, c'est énorme. Après, il y a tout le petit côté aussi négatif de Paris 2024. C'est par exemple, nous, nos locaux, ils sont au Stade de France. Mais là, avec la Coupe du Monde de rugby, plus les Jeux Olympiques, plus les travaux sur la piste d'athlétisme, on a dû se délocaliser. Donc voilà, on doit aussi trouver des solutions pour que tout le monde puisse travailler correctement. Enfin, il n'y a pas de souci. On comprend que les Jeux Olympiques aient besoin de récupérer le stade quelques mois avant. Mais ça a un impact sur la vie de notre asso. Très positif, honnêtement. Et puis, quelques petits soucis des défis. Donc, finalement, pourquoi pas? C'est bon à prendre. Ça nous fait grandir. Donc, non, on sait bien que c'est une année qu'il ne faut pas manquer. Depuis peu, on a cette reconnaissance du mouvement sportif en étant membre du CNOSF. Du coup, on a quand même un soutien et on est partie intégrante du monde sportif. Merci beaucoup, Nathalie. J'espère qu'on a convaincu quelques auditrices et auditeurs à soit donner de leur temps, soit à aider l'association. C'est primordial le sport. C'est primordial qu'on soit à l'hôpital ou pas d'ailleurs, que nos enfants peut-être pratiquent une activité qui leur fasse du bien, artistique ou pas aussi. D'ailleurs, je veux dire aussi qu'on peut faire des activités artistiques, il n'y a pas que le sport dans la vie. Ou alors on peut faire du patinage artistique, comme ça on fait les deux. Mais pas à l'hôpital. Mais pas à l'hôpital, non c'est vrai que c'est plus compliqué. Moi je le dis, je l'ai découvert cet asso il y a très longtemps, mais via ton vice-président, Renaud Bourrel, qui est journaliste rugby à l'équipe. Donc voilà, c'est grâce à lui, parce que c'était un de mes anciens confrères, que j'ai découvert l'asso, donc ça m'a paru évident de vous mettre en valeur dans mon podcast. J'espère que vous arriverez à avoir de plus en plus la possibilité d'atteindre des enfants dans toute la France et que on valorise cette expérience encore plus cette année 2024. Merci beaucoup Nathalie d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie Clémentine, à bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage encore une fois à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers
d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Premier de Cordée. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org et c'est très facile. On compte sur vous et merci encore pour votre fidélité à ce podcast.